D'accord. Allez, je propose, si vous voulez bien, de démarrer la... Ah, il y a une question. Ah, ben, c'est mon ami Bernard qui dit bonjour. Bonjour Bernard, comment vas-tu? Docteur Inke. Alors, écoutez, on va démarrer le temps que les, les participants arrivent. Donc, écoutez, rebonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions chaleureusement pour votre présence à ce nouvel épisode d'Actu Santé Filieris qui coïncide, on l'a fait un peu exprès avec Christelle, avec le mois sans tabac. Eh bien, aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir le professeur Bertrand Dotzenberg, tabacologue de renom, ancien professeur de pneumologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, reconnu, mais alors ça, vous le savez tous, pour son expertise pointue, sa bibliographie prolifique. J'ai vu un livre de tabac au travail dans les années 70, me semble-t-il, et son engagement sans faille dans les politiques de santé publique liées au tabac. Alors, le professeur Dotzenberg exerce d'ailleurs toujours avec passion son activité de tabacologue à l'Institut Verne à Paris. Alors, pour planter rapidement le décor de nos échanges, rappelons quelques chiffres clés. En 2025, encore 11 millions de fumeurs quotidiens, soit environ 23% des adultes âgés de 18 à 75 ans, plus de 75 000 décès annuels, principalement par cancer, mais aussi par maladies cardiovasculaires et respiratoires, comme vous le savez. Et enfin, sans compter le coût social associé qui est estimé à environ 150 milliards d'euros par an, témoignant de l'ampleur des conséquences humaines, sanitaires et économiques de ce fléau. Alors, le professeur Dotzenberg va maintenant nous détailler l'état des lieux du tabagisme, ses méfaits, ainsi que les stratégies et outils d'aide à l'arrêt disponibles et efficaces dans la plus grande bienveillance. Alors, n'hésitez pas à vous poser vos questions par le biais du chat, un temps d'échange étant également prévu après la présentation. Professeur, la parole est à vous. Bonjour, bonjour. Oui, je vais un tout petit peu parler du tabac, mais pas tellement de ses méfaits, parce que là, j'ai compris qu'on était avec des professionnels de santé. Je vais leur dire comment j'arrêtais, comment je faisais pour arrêter. Ça fait quoi, 10 ans qu'on m'a mis à la porte de l'hôpital parce que j'étais trop vieux, parce qu'après 70 ans, on est mis à la porte. Et donc, je vois que des fumeurs, surtout pour Doctolib en visio, et je fais à l'envers de ce que je faisais avant, c'est-à-dire je fais le contraire de ce que je faisais il y a 10 ans. C'est pour ça que je suis en train d'écrire un bouquin sur la méthode dite inversée, enfin que je vais appeler inversée, ou je ne sais pas encore comment, mais un nom qui ressemble à ça. Donc, le tabac, c'est une maladie chronique incurable, le plus souvent contractée dans l'enfance. Donc, c'est une maladie pédiatrique, hein, reconnue par l'OMS comme une maladie chronique. Incurable, ça veut dire que quand on arrête de fumer, qu'on a fumé le matin et qu'on arrête de fumer, on n'est pas non-fumeur, on est un ex-fumeur. On est comme un alcoolique qui ne boit pas, qui reste alcoolique une fois qu'il a arrêté l'alcool. Donc, un quart des Français et Françaises sont touchés. Et là, c'est la première cause de mort vitale, comme il a dit, mais une maladie qui est facile à traiter pour la mettre en rémission, alors que dans l'esprit des soignants et dans l'esprit des patients, c'est quelque chose de difficile qui crée souffrance et tout ça. Et c'est vrai que quand on fait mal, ça crée souffrance, mais quand on fait bien, ça ne fait pas souffrance. Juste un petit mot, parce que je défends aussi beaucoup la vape depuis quelques années. Voici l'évolution de la consommation de tabac des 16 ans dans l'étude ESPAD en classe. On voit que ça, jusqu'en 2011, c'était stable ou ça augmentait. Il y a un effondrement depuis. Et ça n'empêche pas certains de dire toujours que le tabac est une porte d'entrée. Alors là, je ne vois pas comment ça pourrait être une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée dans une pièce où il n'y a plus personne qui rentre. 3,1% de fumeurs à 16 ans. À 18 ans, c'est l'enquête qui est faite au service militaire. Là encore, la même chose. Avant, ça montait ou c'était stable. Et depuis, il y en a deux fois moins. Et si on poursuit cette ligne des 18 ans jusqu'en 2032, qui est la date fixée en France pour la fin du tabac, ben on voit que l'objectif de fin du tabac, qui semblait irréaliste quand ça a été déclaré dans les années, 14, dans les années 2013 ou 2014, 2015, je ne me souviens plus en quelle année Marisol Touraine l'avait annoncé, mais c'est quelque chose qui arrive. Chez les jeunes adultes, et le dernier baromètre santé qui a été publié il y a 10 jours montre aussi qu'avant c'était élevé, maintenant il y a deux fois moins de 18-25 ans, donc une troisième source. Donc toutes les sources montrent un effondrement depuis la vape. Alors je veux bien que je n'ai pas la preuve scientifique absolue que ce soit la vape qui fasse ça, mais j'ai la preuve absolue en tout cas qu'il y a une baisse fondamentale et que ce n'est pas une porte d'entrée. Et tous ces jeunes jusqu'à 18-25 ans, ils fument. Le facteur psychologique, comportemental, sociétal est considérable.
Alors que quand on va se mettre chez les adultes plus vieux, ben, là, il y a peu de variations. Il y a une baisse aussi récente quand même qui est tout à fait appréciable, mais c'est 18% de baisse, c'est pas 50% de baisse comme on a chez les autres, quoi. On n'est pas dans le même registre. Et pourquoi? Parce que les jeunes qui commencent ou qui fumotent un petit peu, ben, eux, c'est du comportement. Et les autres, c'est des drogués à la nicotine. Et il faut se traiter la maladie qui est l'addiction à la nicotine, qui est de très loin numéro un. C'est assez différent de ma pratique de tabacologue il y a 50 ans, où là, les femmes commençaient à fumer à 25 ans et étaient pas dépendantes, étaient un petit peu comme les ados maintenant, on avait une influence. Mais maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Juste pour vous montrer la proportion d'adultes selon le baromètre santé qui fument, vous voyez, à Paris, on est à 14,6%, à la Guadeloupe, on est à 9,6%, Martinique 9,5%, et dans le Grand Est, on est à 19,8%. Donc vous êtes assez bon, hein, comme les Marseillais et puis tous les gens qui habitent le long de la frontière espagnole et d'Andorre pour avoir les cigarettes, donc ce qui vous permet d'avoir un cancer moins cher que dans les autres pays. Mais on a le cancer quand même, et donc c'est pas quelque chose de très rentable. L'inégalité sociale avec l'évolution ne se corrige pas, c'est quand même un des problèmes. Chez les ouvriers, on a 25% de fumeurs quotidiens. Chez les cadres, on a 11,8%. Si on prend un niveau d'études, c'est encore un peu plus grand. Et si on prend bac plus 3 ou je sais pas quoi et pas bachelier, il y a une grande différence. Donc, c'est les gens, les catégories CSP supérieures, comme on dit, qui ont commencé à fumer il y a 60 ans après la guerre ou il y a 100 ans après la guerre, et c'est elles qui ont arrêté les premières. Les femmes qui avaient aussi augmenté un peu plus tard sont en train de baisser aussi dans les CSP+, mais baissent moins aussi chez les ouvriers. Et donc, on a une évolution sociétale du tabagisme qu'on trouve dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, c'est les premières catégories de population qui sont commencées à fumer, qui, 50 à 100 ans plus tard, sont les premières qui diminuent le tabagisme. C'est-à-dire que là, au niveau populationnel, on a fait le tour, on est un peu comme des vols des tourneaux, mais j'ai aucune explication socio-comportementale, mais il y a quelque chose qui nécessiterait que des sociologues s'y penchent. Et non, la vape n'est pas une porte d'entrée, c'est ce que je vous ai montré. Et en particulier, pour dire que la vape est une porte d'entrée, il y avait des papiers publiés avec des revues scientifiques dans le New England Journal of Medicine, des grandes revues, qui comparent en fait des populations dans lesquelles ils ont exclu tous les fumeurs avant de prendre la première vape et qui faussent totalement les résultats. Et en fait, le nombre de fumeurs qui mesurent par ces études montre que sur les 100 fumeurs qui, à la fin, si on regarde la cohorte totale, il y en a 5,3% qui sont expliqués par le fait qu'il y ait la vape prise avant, et encore sans qu'on sache si c'est quelque chose, une sélection des populations plus vapoteurs, ou c'est un effet porte d'entrée. Donc il n'y a aucun élément pour dire que la vape est une porte d'entrée. Donc vous mettez cet argument à la poubelle, point. C'est faux, c'est faux, c'est faux, et c'est porté par beaucoup de monde, en particulier par le milliardaire Bloomberg, qui fait les documents de l'OMS sur la vape, ben, c'est lui qui les fait et il cite dans ses documents toutes les associations qu'il finance. Donc, c'est pas du Trump, mais c'est du Bloomberg, il est de gauche et l'autre est de droite, mais ça change rien. Donc, vers la fin du tabac, donc chez les jeunes, je suis très optimiste, parce que là, on est sur la lancée, ça va continuer, il n'y a pas de raison que ça rechute, il ne faut pas faire n'importe quoi pour pas que ça rechute, mais les générations sans tabac, pour 32, c'est bon. En revanche, chez les adultes de plus de 25 ans, la dépendance physique est massive. Il y a certes une régression, mais il y a une nécessité de changer pour accélérer cette régression et de considérer de plus en plus que les fumeurs ne sont pas des gens qui veulent fumer, mais sont des victimes de la dépendance qu'ils ont acquise quand ils étaient adolescents. Et donc, le fait qu'il y ait moins d'adolescents qui commencent est rassurant pour dans 50 ans. Mais si on veut, dans les 10 et 20 ans prochains, accélérer la baisse du tabac, c'est l'arrêt du tabac qui doit être primordial, en sachant qu'on est dans un pays pas si mauvais que ça pour ça, parce qu'en particulier, on a quand même tous les remboursements gratuits des substituts nicotiniques, et même les substituts nicotiniques vendus en pharmacie, c'est même pas 1 euro le patch. Tous les Belges, tous les Espagnols, tous les Allemands et tous les Luxembourgeois qui passent en France viennent s'acheter leurs médicaments dans les pharmacies françaises. Parce qu'au Portugal, c'est 100 euros une boîte de patch. Donc, avant, donc, tout le tabac était basé, j'ai enseigné ça et je l'ai pratiqué, hein, sur la motivation, hein.
On avait repris le cerf de Prochaska, comme on s'occupe pour l'alcool, avec les fumeurs qui voulaient, heureux de fumer, là j'ai mis chicha, mais ces fumeurs de tabac, c'est pareil, envisage d'arrêter, fixe l'arrêt, on arrête, et puis on récidive, il y a le cercle. Donc là, de motivationnel, ça veut dire, toi le malade, tu es responsable. Et d'ailleurs, l'industrie du tabac qui est écrit dans ces documents, notre métier, c'est d'inoculer dans le cerveau des adolescents la dépendance tabagique pour que malgré eux, ils soient obligés de fumer toute leur vie pour maintenir nos profits, écrivent dans le document d'à côté, ah non, les adultes, c'est des adultes responsables qui sont libres de leur choix. Et puis maintenant, ils publient aussi qu'il y a une chance sur deux que ça les tue, que ça leur fait perdre 22 années de vie en bonne santé. Mais ça, ils disent, c'est eux, ils sont responsables, c'est pas notre problème. Donc le tabac, c'est la principale maladie curable qui peut prévenir des tas de maladies, un peu d'une centaine de maladies, plein de cancers, à 23 cancers différents et qui améliore aussi bien, hein, c'est dans les recommandations de l'HAS sur la cirrhose du foie, sur la spondylarthrite ankylosante, là c'est marqué, mais c'est moins net, mais sur les malades atteints de sida, etc., les greffes rénales, les maladies digestives, etc., l'arrêt du tabac est recommandé comme un traitement essentiel. Et tous les gens qui sont à 100% pour ça, et quand vous êtes un médecin et que vous prescrivez, vous le mettez dans le parcours de soins. Donc, le dialogue là, que je présente depuis longtemps, mais là, je l'ai retrouvé, ça m'a amusé. Bonjour, monsieur, j'ai le résultat de vos analyses. C'est un cancer. Vous avez 3 chances sur 4 d'être mis en rémission et une chance sur 2 de guérir. Si je vous traite, êtes-vous motivé pour que je démarre le traitement de votre cancer? Si vous ne l'êtes pas, nous allons voir ensemble comment vous motiver. Et dès que vous serez prêt, nous commençons le traitement. Mais sans votre méditation, pas de traitement. On se revoit dans un mois. C'est quelque chose qui est pour moi totalement, absolument inacceptable. Alors que pour le tabac, c'est le discours de la plupart des gens en disant, il faut que vous soyez motivé pour que je vous traite. Moi, je pense qu'on traite beaucoup, beaucoup mieux un fumeur non motivé et on traite beaucoup mieux un fumeur quand on dit, ben, votre maladie, c'est une dépendance nicotinique, c'est un problème de récepteur nicotinique, je vais vous expliquer. Comme un diabétique, on met de l'insuline pour remplacer le pancréas qui ne va pas. Ben là, je vais vous mettre de la nicotine non fumée pour remplacer le truc qui fume, qui marche pas, et ça va s'arranger. Donc, il faut changer notre idée. Pour moi, la motivation, je n'étais pas fanat depuis longtemps. Maintenant, je suis contre. J'interdis à mes malades toute motivation. Je leur interdis tout effort. Et je leur dis, pour l'instant, je vais d'abord vous donner la bonne dose de nicotine. On va diviser la dose de nicotine par 2 la semaine prochaine et puis par 4 ou arrêter dans 15 jours. Mais vous ne fumerez pas, non pas parce que vous faites des efforts, mais parce que vous n'avez plus envie. Et de ne pas arrêter de fumer quand on n'a pas envie de fumer, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, le manque de nicotine nécessaire à combler les récepteurs nicotiniques est en 2005 la première cause et de très loin du tabagisme après 20 ans ou 25 ans. Avant, ça dépend un petit peu du parcours qu'ils ont fait. Si on a débuté avant 15 ans, c'est sûr, c'est 100% ou 99% lié à la dépendance. Si on a commencé seulement à 20 ans, c'est plus de la moitié. Et après 25 ans, là, on n'est pas trop sûr que ce soit la moitié ou pas. Donc ça, c'est un des points essentiels. Donc la première recueil qu'on a, c'est à quel âge vous avez commencé à fumer. Alors maintenant, je recueille première cigarette et cigarette tous les jours, mais c'est à peu près le même âge. Et de plus en plus, je vois, alors c'est peut-être un effet région parisienne, de jeunes qui ont commencé à fumer. En fait, ils ont dit, moi j'ai commencé par les joints. Et le tabac était le produit pour mettre dans le cannabis. Le premier produit, c'était le joint cannabis et le tabac était le vecteur de ça. Et donc cela, je leur apprends à fumer sans tabac, à fumer les joints sans tabac. Et l'autre question, c'est une des questions du test de Fagenström, délai entre le lever et la première cigarette, moins de 5 minutes, ça c'est 100% ou 99% de dépendance physique, et puis plus d'une heure, c'est peut-être. Donc ceux qui ont commencé après 25 ans plus d'une heure, il y a peut-être pas mal de comportemental, les autres, non. Mais ce que je leur dis bien à la première consultation, c'est que tout le monde a la part comportementale, tout le monde a la part physique, mais moi, je ne sais pas dire aujourd'hui quelle est la part comportementale, sinon au pif, j'ai une vague idée de ce que c'est, mais que je me trompe tout le temps, et que je leur ai dit, ben, on va faire l'expérience, on va voir, et on va observer, et parce que moi, je ne sais pas, mais vous-même, vous ne savez pas, parce que les patients, disent tous, qui fument, c'est un comportement. La première du cigarette du matin, c'est un réflexe, c'est un comportement, c'est tout ce qu'on veut. En fait, c'est juste ils sont en hyponicotinémie, comme ils seraient en hypoglycémie, ils mangeraient une tartine. C'est pas pour manger la tartine, c'est pour lutter contre l'hypoglycémie.
Donc là, je suis en train de faire un bouquin donc, pour inverser la méthode, hein. La méthode classique, c'est le comportement, motivation, coupable de fumer, volonté, il doit être plus, plus, plus pour arrêter, lutter contre l'envie, se priver, prudence, la nicotine, faire attention, c'est très dangereux la nicotine, alors qu'ils en prennent plus dans leurs cigarettes et des règles strictes. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'on fait des efforts, ça fait qu'on prend des kilos, 1, 2, 3, 4, 5, 10 kilos, que c'est difficile et que si on échec, on dit qu'on est nul et on s'en va. À l'inverse, si on dit que vous êtes victime et pas coupable, que c'est Big Tobacco le responsable et je leur explique que vous avez commencé adolescent, il ne faut pas lutter contre son corps et je leur dis que vous avez un cerveau intelligent et si vous demandez au cerveau intelligent d'engueuler l'autre partie du cerveau, où c'est le cerveau qui fait viscéralement, qui envoie le signal, il faut prendre de la nicotine, ben, ça s'engueule là-dedans et ça ne va pas bien, vous n'êtes pas bien. Donc il faut être gentil, bienveillant avec soi-même. Il est interdit de se priver quoi que ce soit. Et il faut que vous ayez une bonne image de vous pour garder une bonne humeur, être cool et vous prenez pas de poids comme je vais vous montrer. Donc l'important, c'est la bienveillance et d'ailleurs de expliquer comme ça la bienveillance à mes patients. Il y en a beaucoup qui sont contents qu'on leur parle d'être bienveillants avec leur corps et d'être gentils avec eux-mêmes pour d'autres raisons que le tabac et arrêter de dire qu'ils sont nuls, etc. Là, les patients que je vois, ils sont un petit peu comme les Français, ils croient des fois qu'ils sont nuls alors qu'ils sont formidables. Et voilà. Donc, le cerveau, bah, il y a des choses automatiques. Le cortex, il dit j'ai faim, bah, on a faim. Alors après, on peut manger, pas manger, mais le signal, il vient du cerveau. J'ai soif, j'ai sommeil. Alors, on peut lutter contre le sommeil. Et puis, le cerveau, il dit aussi ma clope maintenant, point. Et ma clope maintenant, il dit ça parce qu'il y a une hyponicotinémie. Hein, le cerveau ne demande la cigarette que quand le taux de nicotine est trop faible. Donc, si vous avez envie de fumer une cigarette et que vous pouvez la fumer jusqu'au bout, alors c'est à 100% des cas que vous étiez en déficit en nicotine. Même si en même temps, il y a un sale con qui au téléphone vous a dit des bêtises et vous a énervé, etc. Mais c'est comme ça. Donc, premier cas, ces mécanismes n'ont rien à voir avec le contrôle de la volonté ou de la motivation. Donc, ne pas demander au cortex de combattre les signaux, hein, le sevrage brutal en nicotine, bah, ça crie famine et boulimie, prise de poids, dépression, tout ce qu'on veut. Là, j'ai représenté une membrane cellulaire en rouge avec des récepteurs nicotiniques, hein, ça ressemble un petit peu à ça. C'est une espèce de petit ressort qui traverse la membrane et quand ils se tordent sur eux-mêmes, quand il y a la nicotine dessus, ils se tordent sur eux-mêmes et il n'y a pas de passage d'ion de l'intérieur à l'extérieur de la membrane. Quand il n'y a pas de nicotine, quand on a plein de récepteurs et qu'il n'y a pas de trou, il y a une fuite, il y a un échange de d'ions entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. C'est comme si on avait une baignoire qui fuyait où il n'y avait pas de bouchon, hein. Un récepteur nicotinique chargé de nicotine, ça bouche le trou, il n'y a pas de fuite. Mais un récepteur nicotinique sans nicotine, c'est ça qui crée l'envie de fumer et qui fait croire qu'après la cigarette, on est beaucoup mieux après la cigarette. C'est parce qu'on était très mal avant. Et on était très mal avant parce qu'on avait des fuites et on avait des fuites parce qu'on avait pris la cigarette encore avant. Donc, il faut prendre les choses dans l'ordre. Donc, la nicotine peut arriver de deux façons, hein. La nicotine, une cigarette, ça arrive en claque. Une claque de nicotine, c'est la cigarette, ça arrive très, très vite. Et ça arrive à un moment, ça dépasse le niveau de saturation qu'il faut. Et ça arrive à la fin de la cigarette, souvent deux cigarettes dire le matin, il y a plus de nicotine dans le cerveau que de place sur les récepteurs nicotiniques pour se mettre malgré leur nombre élevé. Et dans ces circonstances, ça donne envie de fumer la suivante. C'est comme quand ça vous gratte. Si vous grattez une fois, ça va. Mais si vous grattez 15 fois parce que ça vous gratte, ça va vous gratter parce que vous avez gratté. Alors que quand vous caressez, quand ça vous gratte, ça vous calme. Et donc, il faut remplacer par la nicotine non fumée. La nicotine non fumée, c'est strictement la même nicotine. Elle vient d'un champ de tabac purifié 99,6% et elle est donnée, mais elle est donnée non pas en claque, mais en caresse. Et cette nicotine non fumée, bah, elle est donnée par des patchs, par de la vape, par des comprimés, par des pastilles, tout ça. C'est le même bidon de nicotine de qualité pharma qui sert à faire tous ces produits et qui sont délivrés de façon douce. Donc le but, c'est d'apporter la nicotine, mais d'arrêter de prendre des claques, donner des caresses, et les malades préfèrent, la plupart, prendre des caresses que des claques, ils sont d'accord avec moi là-dessus. Pour donner des claques, il y a un des produits qui a été inventé par l'industrie du tabac, c'est l'IQOS, hein, le HITS, le tabac chauffé. Le tabac chauffé a été fait, ils auraient pu faire une IQOS qui délivre doucement la nicotine, mais ils l'ont fait exprès pour qu'elle s'éteigne au bout de 5, 7 minutes, ça dépend des marques de produits, et donc pour que ce soit addictif. C'est un produit qui a été construit, commercialisé il y a 4, 5 ans pour remplacer la cigarette, mais c'est un produit qui a été construit, voulu pour être addictif.
C'est beaucoup plus addictif qu'une chicha, par exemple, qui est une source de pollution épouvantable, mais qu'on prend en 45 minutes, qui est moins addictive, ou le cigare barreau de chaise aussi, qu'on prend plus longtemps, qui donne moins fortement d'addiction. Donc, les deux objectifs du remplacement de la nicotine fumée en claque par la nicotine non fumée, il manque un non fumé, en caresse, oui, c'est ça, la nicotine non fumée, c'est premièrement de substituer qu'il n'y ait pas de manque, hein, qu'on soit jamais en manque, jamais envie de fumer. Mais d'autre part, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on fume plus, si vous avez besoin de 80, oui, je me vois à l'envers, c'est bizarre. Si je me vois à 80 picogrammes de nicotine, alors là, je ne sais plus faire si je me vois à l'envers. Oui, je suis droite-gauche, c'est marrant ça. Si je suis 80 mg de nicotine, on va avoir une baisse de 1% de la nicotine tous les jours. Donc, au bout de 3 mois, on aura besoin de plus de nicotine. D'ailleurs, si vous achetez une boîte de patch, vous lisez la notice. Sur la notice, il y a marqué mettez 21 mg pendant 4 semaines, puis 14 mg pendant 4 semaines, puis 7 mg pendant 4 semaines et arrêtez, hein. Donc, c'est assez physiologique. Ça fait 92 jours, mais c'est à peu près physiologique et c'est pas mal. Et donc, cette baisse de 1% par jour existe, mais n'existe pas chez tout le monde, hein. Il y a 10 à 15% des gens qui restent dépendants de la nicotine. Donc, la plupart des gens qui arrêtent aujourd'hui à la Saint-Valentin, ils n'auront plus besoin de nicotine le 14 février, mais certaines personnes ont besoin de nicotine plus longtemps, ça dure 6 mois au mieux de 3 mois, c'est-à-dire qu'ils ne diminuent pas de 1%, mais de 0,5. Et chez d'autres, ça va rester important, mais même dans ce cas-là, le bénéfice sanitaire de remplacer la nicotine fumée par de la pas fumée est colossal parce que ce qui est toxique dans le tabac, c'est la fumée qui est toxique, alors que qui crée l'addiction, c'est la nicotine déposée en. Et donc là, il y a de la confusion dessus. Et on continue. Hop là. Donc, arrêter de fumer, c'est monter une montagne. La méthode ancienne que j'utilisais au XXe siècle, c'était je motivais les fumeurs, je leur faisais monter, etc. Et le fumeur, en particulier, s'il n'arrive pas, il se casse la figure, il dit que je suis nul. Et en particulier, moi j'étais pneumologue, les BPCO, c'est la typique, c'est malade, parce que c'est les malades qui sont malades parce qu'ils fument. On leur dit que vous êtes malade quand ils fument, il faut arrêter. Donc tous ceux qui arrivent à arrêter, ils ont arrêté assez facilement. Ils n'ont pas de BPCO évolué, ils ont juste un petit peu d'alerte de BPCO au début. Mais tous ceux après qui continuent à évoluer dans la BPCO, c'est ceux qui sont sélectionnés parmi les 5-10% des gens les plus difficiles à faire arrêter de fumer si on leur demande un effort. En revanche, si on leur met la dose de nicotine, si je leur fais une ordonnance, monsieur, vous ne voulez pas arrêter, ok, vous n'arrêtez pas. Moi, je vous donne ce médicament, vous prenez votre nicotine, vous montez la dose tous les jours et vous regardez combien vous fumez, mais vous êtes obligé de fumer si vous avez le moindre envie de fumer, vous êtes obligé de l'allumer. Ce que je vous demande, c'est de l'éteindre si elle n'est pas bonne. Et là, ils sont d'accord pour essayer, puis ils reviennent en disant, merde, je fume beaucoup moins, etc. Et après, on continue à progresser. Donc, arrêter de fumer, c'est monter une montagne, mais la montagne, il y a un téléphérique payé par la Sécu qui vous met au sommet et qui est avec une belle vue, qui est très agréable et gratuit. Donc, il ne faut pas avoir peur d'arrêter de fumer. 75% des fumeurs disent que chaque année, ils voudraient arrêter de fumer, mais ils ont peur de l'acte de l'arrêt de fumer. C'est-à-dire qu'ils voudraient avoir des enfants, mais pas avoir de grossesse, quoi. Je schématise, mais d'accouchement. Donc, il faut accoucher pour passer de l'âge. Donc, tout professionnel de santé doit prendre en charge de façon bienveillante le tabagisme et ne pas attraper les fumeurs, ne pas leur propager la nicotinophobie qu'on voit encore chez certains pharmaciens qui disent c'est trop, c'est pas bien, etc. Alors que pour l'insuline, je n'ai jamais vu quelqu'un qui me disait c'est trop d'insuline ou pour un traitement de l'asthme et tout ça. Donc, on met de la morale à un endroit où c'est un besoin physique et qu'il n'y a rien de moral peut faire la morale à 14 ans pour voir, mais pour l'instant, ça marche bien et diminue. Le fait de fumer est une maladie chronique dont vous êtes victime et que vous avez acquis enfant. Et moi, je partage les tâches. Moi, mon métier, c'est vous supprimer l'envie de fumer. Et puis, je dis aux patients, quand vous n'avez pas envie de fumer ou vous fumez qu'elle n'est pas bonne, vous l'éteignez. Puis si vous l'éteignez au café le lundi, elle n'est pas bonne, vous l'éteignez. Le mardi, vous l'éteignez. Le mercredi, vous l'éteignez. Et le jeudi, vous dites, peut-être que je ne vais pas l'allumer le jeudi. Vous verrez, il ne se passera rien. Et il ne se passe rien. Donc, j'interdis toute la motivation, les pensées négatives, d'avoir une mauvaise image de soi. Et ça, je suis surpris de voir le nombre de patients à qui on a rabâché dans tous les sens ça. Et d'ailleurs, j'ai pour les conjoints
qui sont envahissants. Je leur demande si vos conjoints les embêtent et j'ai une petite lettre avec entourée de noir, hein. Si vous aimez monsieur ou madame Untel, arrêtez de lui donner des conseils. Si vous voulez sa mort pour toucher l'héritage, continuez à lui donner des conseils. Ne vous en faites pas, dans 15 jours, il fumera, dans un mois, il ne fumera plus. Et je leur dis de coller ça sur le frigidaire et les gens comprennent parce que les gens, les conjoints, c'est par gentillesse qu'ils veulent aider et par gentillesse, ils aggravent. Donc, faut être gentil. Si on sait pas faire, on ne fait pas. C'est un peu gênant quand c'est les soignants qui se conduisent comme des conjoints et qui disent de faire des efforts, des choses comme ça. Parce que beaucoup, je sais pas, le cardiologue typique, il dit aux personnes, ben voilà, vous avez une artérite, je vais vous couper la jambe si je fais pas ça, il faut arrêter de fumer, point. Mais ils ne soignent pas. C'est comme si quelqu'un, ben, vous avez un cancer, démerdez-vous, guérissez votre cancer, puis quand vous serez guéri, je viendrai. Non, c'est un problème médical et les cardiologues sont tout à fait compétents pour le faire ou pour référer à un circuit de soins, mais chacun doit avoir un circuit pour envoyer des fumeurs et savoir comment ça se passe. Donc, il faut nourrir leur récepteur nicotinique. C'est un petit peu, je leur dis, c'est un petit peu comme si vous avez hérité de jeunes chiots, de jeunes chats ou de jeunes, je sais pas quoi, animaux que vous aimez et que vous avez pour mission de les nourrir et qu'ils ont à boire pas toute la journée, qu'ils aient à la niche, non pas parce que vous les avez engueulés, mais parce qu'ils ont bien mangé, ils sont contents, ils sont heureux et c'est plus facile. Donc, moi, je fais une petite fiche toute simple, c'est toujours la même chose, hein. Je leur demande l'âge de début, de première année, tous les jours, oui, non. Les gens réfléchissent d'autant plus longtemps qu'ils sont un peu plus âgés. Les autres produits, donc aussi, je leur demande pour le cannabis, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui prennent du cannabis en région parisienne. Je ne sais pas comment c'est dans l'Est, mais chez nous, il y en a quand même beaucoup. Et non, oui, au début, enfin, quand ça a commencé, quand ça s'est terminé. Et chez ceux qui en prennent encore, ben, je les mets en garde. Une des principales causes de récidive du tabagisme chez les gens qui ont pris du cannabis, c'est de reprendre un joint une fois en soirée. Et je les oblige, même s'ils disent qu'ils n'en fumeront plus, à avoir des plantes à fumer, se fabriquer des joints sans tabac, c'est tout à fait possible, et de le faire. Bon, les opiacés, les cocaïnes, les protoxyde d'azote, etc., ça, je demande, je ne fais pas grand-chose. Et l'alcool, je ne sais plus, l'alcool, c'est ça, l'alcool, je demande si c'est zéro occasionnel chez les sphères. Tous les jours, bah, je leur donne des conseils que tout généraliste peut donner, en faire des jours sans. Mais par contre, tous ceux où c'est occasionnel, où c'est 4, 5, enfin, 3, 4, 5 verres, hein, quand on fait des pots aussi, je leur donne des consignes spécifiques parce que c'est quand on va à une soirée arrosée, beaucoup de fumeurs qui fument 15 cigarettes en fument 25 ou 30, c'est-à-dire que le cerveau arrive à en tolérer beaucoup plus, alors que sans soirée arrosée à 20, ils n'en voudraient plus. Et donc, il faut adapter la dose de nicotine pour celui-là en préventif, ce qui n'est pas trop grave quand on est au début de l'arrêt, ce qui est très important dès qu'il n'y a plus beaucoup de substitution nicotinique ou qu'on a une addiction. Je leur demande s'ils ont fait des arrêts. Alors maintenant, je m'intéresse aux arrêts de plus d'un mois, les durées maximum, la méthode. Et puis la dernière rechute, quand je pose la question, 80% des fumeurs me disent bêtement. Il y en a qui disent stupidement, ou j'ai déconné, mais en fait, ils disent bêtement. Et voilà, c'est tout. Donc le délai levé la première cigarette, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, à 5 minutes, 30 minutes, 60 minutes, et puis de 60 minutes. Chez ceux, c'est un peu limite, je pose la question pour le dimanche et la semaine pour voir si c'est pareil ou pas, parce que, en particulier, il y a beaucoup de mamans qui disent non, moi je fume 40 minutes après le lever, parce qu'elles se lèvent, elles préparent les enfants à l'école, elles vont les mettre à l'école, puis dès qu'elles ont posé les enfants à l'école, elles fument leur cigarette, mais quand il n'y a pas les enfants à l'école, elles la fument dans les 5 minutes. Ce qui compte, c'est combien on les fume quand il n'y a pas de montant. Après, je leur demande s'ils vivent seuls ou ils sont entourés, et si l'entourage est non-fumeur, ex-fumeur ou fumeur. Dans les trois cas, ça change la façon de prendre les choses, mais ça, c'est pas très grave. Par contre, le domicile non-fumeur, c'est vraiment bien que le domicile soit non-fumeur ou qu'au moins les pièces de vie soient non-fumeurs. Beaucoup dans le jardin, là où, mais depuis la loi, depuis le décret Bertrand de 2006, la majorité des couples où il y a un fumeur, un pas fumeur, a une maison de non-fumeur. Et le quart et la moitié de ceux qui restent fumeurs, en fait, c'est à la fenêtre de la cuisine. C'est-à-dire, c'est pratiquement plus jamais dans la chambre, sauf les gens qui sont seuls, et peu dans le salon. Et puis la vape, est-ce que l'avez pris? Oui, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je leur demande s'ils ont eu le D30 et s'ils n'en ont pas, moi, comme je suis en centre de santé, je ne suis pas dans le centre, je suis obligé de leur demander leur médecin traitant. Et je leur demande si leur médecin traitant veut qu'ils arrêtent de fumer ou pas. Ils me répondent toujours oui. Donc, je mets qu'ils sont dans le parcours de soins, parce que quand j'étais à l'hôpital, il n'y avait pas besoin dans le parcours de soins. Mais comme je ne suis plus à l'hôpital, pourtant je gagne 10 fois moins par consultation qu'à l'hôpital, je suis obligé de le mettre pour qu'il soit remboursé.
Et puis je leur demande leur taille et leur poids, hein, toujours la taille avant que le poids, parce que comme ça, c'est pas méchant, mais comme j'ai été gentil avant, ils me demandent gentiment, et tout ça, je le fais pas en rigolant, mais je leur dis de façon détendue, et en disant que de toute manière, c'est pour mieux les soigner. Bon, les récepteurs nicotiniques, ben, on les voit. Là, à droite, c'est l'image réelle des récepteurs nicotiniques en 3 dimensions reconstruites. Là, c'est le schéma. Et donc, vous voyez, nicotine, c'est ouvert, nicotine, c'est fermé, c'est à l'envers. Euh, oui, activation, mais on l'expliquait, ma diapo est tout à fait fausse, hein. C'est quand la nicotine qui sont fermées et quand il n'y a pas de nicotine qui sont ouvertes. Enfin, je corrige cette diapo. Donc, ce que je fais, moi, c'est j'organise un festin de nicotine pour remplacer ce qu'ils prenaient avant. Et pour ça, ben, je leur dis, je vais vous faire un menu avec soit plat unique, mais plutôt amuse-gueule, entrée, plat, salade, fromage, dessert, pousse café et tout ce que vous voulez. Pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour le faire. Et après, vous mettez tout sur la liste. Sauf lavable, c'est la Sécu qui paye. Et vous choisissez, vous goûtez. Et en particulier pour toutes les formes orales, s'ils aiment, ils la prennent. S'ils n'aiment pas, ils la prennent pas, hein. Et donc, ça peut être que la pastille a le goût d'eucalyptus, a le goût de menthe ou a pas de goût, ou ça peut être que la texture est pas bonne, etc. Donc, c'est important de se faire plaisir, et c'est pour ça que je suis assez énervé qu'on veuille faire que tout ce qu'on fait pour alors, supprimer les arômes du tabac, ça passe plus plaisir, c'est une bonne chose. Mais tout ce qu'on fait pour supprimer les produits qui permettent de sortir le plaisir des produits sortis du tabac, ça m'énerve beaucoup. Il y a d'ailleurs, pour les arômes, des pays qui ont interdit les arômes, aux États-Unis, des États qui ont interdit les arômes. On a vu une baisse très significative, oui, bon, je ne vous montre pas avec la main, parce que comme c'est à l'envers, je ne sais plus faire. Une baisse très significative de la vente de liquides et de cigarettes, mais on a vu une augmentation parallèle et même supérieure des ventes de cigarettes. Donc, interdire les arômes, il y a une étude scientifique qui est publiée, je ne sais pas si j'ai mis la référence après, je ne me souviens plus, et donc qui montre que interdire les arômes dans la cigarette électronique, c'est favoriser le tabagisme, les ventes de tabac, et moi je suis contre les ventes de tabac. Et je ne comprends pas pourquoi de mes collègues veulent le faire. Ils veulent aussi taxer à fond la cigarette, c'est la cigarette électronique, ce qui ne me gêne pas trop, mais ils veulent la taxer au nom que c'est un produit toxique pour la santé, c'est-à-dire comme le tabac, les sodas, les mauvais sodas, tout ça. Qu'ils l'attaquent comme ils surtaxent des médicaments, ça c'est une chose. Le problème économique, c'est pas mon problème, mais de dire que c'est pour la santé, ça c'est mauvais. Et les gens se disent, bah, comme c'est taxé, c'est que c'est mauvais. Non, c'est pas, on ne peut pas mettre de droit d'accise sur un produit comme ça. Après, savoir combien il faut de nicotine par cigarette, ça c'est 50 patients que j'avais vus à la suite. Je me suis amusé à relever combien je donnais de nicotine. Je regardais combien il y avait de cigarettes et combien je mettais de substitut nicotinique pour qu'ils soient bien et cool et qu'ils n'aient plus envie de fumer. Et ben, ça varie de 0,9 à 6,2 mg par cigarette. Donc, quelqu'un qui va fumer 20 cigarettes, ou 20 cigarettes, peut-être qu'il aura besoin de 20 mg de nicotine, peut-être qu'il aura besoin de 120 mg de nicotine. Ma médiane est à 2,2, 2,7 et beaucoup de patients sont entre 2 et 4, mais après, c'est ultra variable. C'est pour ça que je leur explique, moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas combien vous aurez besoin de nicotine. Je vous mets, pour calmer, je vous mets une petite dose. Et puis, si vous fumez, vous allez augmenter la dose le lendemain, puis augmenter la dose, augmenter la dose, augmenter la dose, jusqu'à arriver au même niveau. Mais c'est par tâtonnement qu'on va arriver au bon niveau. Je suis incapable de dire à quelqu'un qui va au restaurant quand vous aurez plus faim, a priori. Par contre, si on lui met son repas, ce qu'il a mangé, et puis qu'il mange, il dit bah là, j'ai plus faim, bah, c'est bon, hein, il sait. Parce que le corps du fumeur, c'est un expert de la titration de nicotine, hein. Depuis 300 fois par jour, hein, 20 cigarettes et 15 bouquets, ça fait 300 fois par jour depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils testent ça, ils savent très bien quand ils sortent du train, il faut mettre les 2 mains sur le fil. Expiration, donc je prends 5 fois plus de nicotine en une bouffée, et ça se fait de façon tout à fait automatique. C'est aussi automatique que quand on marche, mettre jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. C'est le cerveau qui envoie le signal, mais le cerveau intelligent n'est pas au courant qu'il y a mettre jambe droite, jambe gauche, sauf si on est handicapé et que la marche devient un problème, mais sinon, c'est pas un. Donc voici mon ordonnance pour Monsieur Filieris. Donc je mets des patchs. Alors là, je mets une marque, mais je mets souvent plusieurs marques. Je mets le nombre de boîtes et puis je mets une patch le premier jour et puis j'augmente après. Les patchs le matin, c'est là où c'est le plus difficile à combler le manque. Et donc les patchs de 24 heures, je leur dis de les garder 25 heures.
c'est-à-dire de les garder après le lever. Par contre, les nouveaux patchs, paf, dès le lever, ils les mettent. Parce que, en fait, les vieux patchs, là, ils crachent que la moitié de nicotine au petit matin. Et les nouveaux, ils mettent une heure et demie à monter au bon niveau. Et alors, si vous fumez plus de 10 cigarettes, hop, en entier, vous rajoutez un patch. Si vous fumez plus que 5 cigarettes, vous mettez un demi-patch. Et puis, pas dépasser 3 patchs ou 4 patchs. Ça dépend un petit peu des patients, de mon pronostic. Je leur dis que c'est un surdosage, bien entendu, ils reviennent à la dose de la veille. Et s'il y a des rêves trop perturbants, il est possible d'enlever une partie des patchs dès le soir. Et ça, avec la nicotine la nuit, c'est comme la nicotine et la varénicline aussi, hein, qui est un autre médicament pour arrêter de fumer, ça donne des rêves complètement loufoques, hein. Il y a la fée Clochette qui va voir Peter Pan pour dire à Poutine de mettre un nez rouge à Zelensky, pour je ne sais pas quoi. Et donc ça amuse les artistes, ça inquiète les pas artistes, et chez 40% des gens, ça fait ça. Après, la plupart des gens, quand même, ils dorment bien, et je leur dis, mais vous savez, quand on rêve, c'est qu'on dort. On ne peut pas rêver sans dormir. Si vous rêvez beaucoup, ça vous perturbe sur le plan intellectuel. En tout cas, vous n'êtes pas fou, mais il faut bien les prévenir à l'avance de ces rêves bizarres, parce que sinon, ils pensent que le médicament rend fou, ils l'arrêtent. Après, je mets des pastilles à sucer, donc on suce doucement, d'un côté, de l'autre, 15, 20 secondes ou 30 secondes entre chaque fois. La même chose pour les Nicorette, les gommes, les gommes Nicorette ou d'autres marques qu'on peut prendre. Les microtables, c'est un petit pastille qu'on met sous la langue qui pique beaucoup, mais l'avantage, c'est qu'on peut être, si on est avocat au tribunal, on le met dans la bouche, il n'y a pas à mâchonner, alors que quand on est avocat et qu'on mâche nos chewing-gum, ça fait pas propre quand on est devant le juge. Voilà. Et quand on prend trop vite la nicotine dans la bouche, donc la nicotine va dans l'estomac, c'est comme si on mangeait une cigarette et ça donne le hoquet en particulier et mal à l'estomac. Il faut les prendre plus doucement. Et les sprays de nicotine, c'est un cheap sheet, hein. Les deux marques sont remboursées, les EG et les Nicorette maintenant, c'est tout nouveau, et qui envoie une giclée. Si on l'envoie sur la gorge, c'est un peu fort, mais si on l'envoie sur la joue, puis on la bassine, ça va bien. Et après, pour leur vape, ben, je leur dis que si vous voulez, vous pouvez vapoter, mais je les laisse tout à fait libres. Ceux qui veulent et qui ont envie, qui ont déjà essayé, je leur conseille seulement de prendre des liquides très, très dosés, les plus dosés en nicotine possible, 17-20 mg de nicotine, avec du sel de nicotine qui supprime le barrage au niveau de la gorge. Je donne le conseil adolescent à un gamin qui veut commencer à fumer, à vapoter à la place de fumer. Là, je leur dis, vous prenez du 6 et de la nicotine basse pour que ça vous gratouille un peu la gorge pour ça le faire. Mais c'est quelque chose qui marche bien. Et l'avantage de la nicotine, c'est que, vous voyez, si vous avez du 20 mg par millilitre, ben, si vous prenez 2 millilitres, vous prenez 40 mg, vous prenez l'équivalent de 2 patchs. On peut avoir beaucoup de nicotine. Alors qu'avec les patchs, avec les formes orales, on peut prendre 20, 30 mg de nicotine. Mais la nicotine est un irritant. Comme la nicotine irrite la peau en haut, quand on le colle sur la peau, elle irrite la bouche quand on les prend dans la bouche. Et au-dessus, c'est mal toléré. Oui, un truc que je fais souvent aussi maintenant, là, je marque systématiquement sur nos ordonnances qu'on peut les coller sur la voûte plantaire. Sous le pied, c'est l'endroit où ça gratouille le moins, parce que la peau est habituée à avoir des cochonneries. Bon, voilà l'ordonnance en grand, je vous la laisse. Au point de vue variation de poids, les mêmes 50 malades, je vous ai montré tout à l'heure, donc 60% le même poids, 4% ça baisse. Il y en a 24% qui prennent 1 ou 2 kilos et 12% qui prennent du poids, dont 3 femmes enceintes qui prennent du poids aussi par d'autres raisons que ça. Mais donc, le poids est bien contrôlé. Et maintenant, tous ceux qui prennent plus de 1 kilo pendant le parcours, je les interroge pour voir pourquoi ils sont sous-dosés en nicotine. Les récepteurs nicotiniques n'ont pas leur dose de nicotine, ils se vengent en faisant manger des barres céréales ou du chocolat ou voilà, plus de pics de nicotine, le nombre de récepteurs baisse, hein, on l'a vu. Voici ce qui se passe chez un malade. Là, j'avais regardé la cotinine urinaire aussi à l'époque quand j'étais à l'hôpital, ça baisse pareil, et de façon à peu près parallèle, hein, pas tout à fait régulière, mais à peu près. Alors, chez les 10-15% des fumeurs qui restent dépendants à la nicotine, ça c'est un problème parce que c'est un problème qui n'est absolument pas étudié dans les données. J'y 10-15% parce que je sais ça du fait où, quand j'étais à la Pitié, on avait donné, bien avant que les produits soient remboursés, les substituts gratuits au personnel, infirmières et patients. Et on s'est aperçu au bout d'un certain temps que la moitié des patchs, des formes orales, étaient données à 12% des médecins et infirmières qui avaient la substitution et qui la prenaient depuis plus de 2 ans. Et donc, ça veut dire qu'ils étaient restés dépendants alors qu'ils connaissaient, c'était quand même des professionnels de santé qui connaissaient le tabac, qu'on avait vu en consultation.
Et donc, je garde ce chiffre en tête, mais je n'ai pas je ne sais pas formellement pourquoi c'est comme ça. Je dis que c'est les chromosomes hérités de papa-maman, mais j'en sais rien. C'est le plus probable, mais si quelqu'un a une autre explication, je suis preneur. Et voilà. Et ceux-là, bah, je les laisse, je les rassure. Et c'est après un an, éventuellement, on peut essayer d'arrêter, mais il faut surtout pas qu'il y ait un risque de rechute. Et la varénicline, là, dans la dernière Cochrane revue sur l'arrêt du tabac chez les gens, l'arrêt de la vape chez les gens vapoteurs chroniques, euh, disent que c'est un risque relatif de 2, donc ça double les chances d'arrêt. Mais bien entendu, ça, c'est les gens qui prennent zéro cigarette. Si vous prenez une seule cigarette, la première chose à faire, c'est d'augmenter les doses pour avoir plus de cigarettes. La prévention primaire en situation de risque en soirée, ben, c'est de prendre plus de nicotine. Mon épouse, qui est tabacologue aussi, elle leur dit de mettre un petit patch avant et puis de prendre des pastilles. Moi, je leur dis qu'ils peuvent faire ça, mais je leur dis aussi qu'ils peuvent amener une cigarette électronique bien dosée, quitte à l'avoir seulement dans la poche pour ne pas la prendre, mais s'ils ont envie de fumer, de le faire. Et je leur conseille aussi de dire à tous leurs amis qui sont avec eux, de leur dire à froid, si je te demande une cigarette quand j'ai bu un coup, tu ne me la donnes pas si tu es mon ami. Si tu veux ma mort, tu me la donnes. Et en général, ils sont gentils, alors que sollicité par un ami qui veut une cigarette, même s'il est bourré, c'est difficile, alors que si c'est lui qui l'a dit, c'est très facile de le faire. Donc ça, en préventif, ça marche bien d'avoir la nicotine avec soi, de la prendre avant. Et si jamais en soirée, on prend une cigarette, il faut tout de suite se remettre sous nicotine, au moins pour une semaine. Alors avec la vape, les pastilles, les gommes, tout ce qu'on veut. Parce que là, ça fait un petit coup d'extincteur, ça éteint l'incendie. Sinon, le mardi, c'est 4 cigarettes, et le mercredi, c'est 10, et après, on est comme avant. Donc, c'est beaucoup plus facile à éteindre au début qu'à éteindre avant. Donc, améliorer l'image de soi du fumeur qui est par principe victime de l'industrie du tabac et les fumeurs sont formidables et parce que les fumeurs, à la deuxième consultation, on est à plein de dire que vous n'allez pas être content, j'ai mal fait, etc. Je les engueule, je leur dis que vous n'avez pas le droit de dire du mal de mes patients. Veuillez dire gentil avec vous-même. Et si vous avez mal fait, c'est que je vous ai mal expliqué. Et en plus, je leur explique que s'ils font des erreurs dans la façon de faire, dans la façon, ben, c'est comme ça qu'on apprend. L'intelligence artificielle, au début, on a appris à faire des voitures autonomes. Puis, il y a un oiseau qui est passé, ben, elle s'est plantée, elle s'arrêtait. On lui a appris à vaincre tout ça. Et c'est comme ça qu'on s'éduque. C'est par les erreurs qu'on s'éduque. Et d'autant mieux d'ailleurs qu'on n'a pas trop de cannabis. Et il faut compenser à 100% la nicotine, ça c'est clair. Et donc, il faut être obsédé par ça, avoir juste sa ration par jour. Il y a beaucoup de sportifs qui mesurent leur quantité de vitamines, de tout ça au quart de poil, mais il faut le faire gentiment. Et moi, je m'intéresse au psychocomportemental. Je leur dis, bah, aussi longtemps que je leur dis, je ne peux pas perdre de temps pour l'instant. De toute manière, vous êtes de mauvaise foi parce que comme vous êtes sous l'influence de la drogue, la nicotine pour vous, c'est un amant toxique et elle pense pour vous. Et donc, le jour où vous aurez la bonne dose de nicotine, ce sera vous la chef, hein. En général, je leur donne leur prénom. Pour l'instant, c'est Madame Nicotine qui est la chef de votre cerveau. Après, ça va être Christelle qui va être le chef de votre cerveau, et c'est vous qui allez décider ce que vous faites, etc., parce que vous valez bien. Et tant que vous ne le faites pas, c'est pas que vous êtes de mauvaise foi, mais vous faites avoir par un amant toxique. Et je leur explique que les amants toxiques, c'est pas la porte. Alors, je leur dis plus un coup de pied aux fesses, que c'est interdit de donner un coup de pied aux fesses aux amants toxiques, mais la valise par la fenêtre, ça, je la laisse. Et de plus jamais la revoir, même si elle est cotée. Et donc, l'éducation thérapeutique, comment faire pour les rechutes et les prévenir, ben, c'est quelque chose d'important. Je les pousse beaucoup à encourager autour d'eux les fumeurs à raconter comment ils ont arrêté de fumer sans prendre un kilo de bonne humeur et sans trop payer et comment ils avaient maintenant 400 € de plus par mois dans leur poche à la fin de chaque mois ou 350 s'ils vont, ou 300 s'ils vont au Luxembourg, mais ça fait quand même pas mal d'argent. Voilà, donc j'ai rempli mon contrat de vous parler jusqu'à 13h15. Voilà, mais s'il y a des questions, je veux bien répondre. S'il n'y a pas de questions, je ne réponds pas, c'est comme vous voulez. Mais écoutez, professeur Potzenberg, merci infiniment pour cet exposé éclairant. Je pense que les questions vont arriver, même si c'était vraiment très clair comme exposé. Alors, en attendant les questions, moi j'en ai une ou deux. La première,
est-ce qu'il y a, je suis un peu surpris pour vous, l'efficacité des patchs ou de la vape serait la même ou est-ce que, moi j'imaginais, À dose équivalente, c'est strictement la même. oui, Et ce que je fais, alors après, avec la vape, ça dépend comment les gens vapent. Si les gens vapent bien et gardent 4-5 secondes la fumée, on a 90% de ce qui est inhalé qui est pris, donc je compte que c'est 100%. Si les gens inhalent la vape et recrachent tout de suite, là, ça marche moins bien et la dose est la moitié. Mais ça, bah, je le vérifie assez souvent parce que chez les gens qui ont, par exemple, tous les gens qui partent en vacances l'été et qui avaient 3 patchs, on essaye de voir comment faire pour remplacer à la plage les patchs par de la vape, si on peut vapoter à la plage, ou s'ils vont dans les 85 pays où la vape est interdite, comment remplacer la vape par le patch. Et chez les gens, en particulier tous les utilisateurs chroniques de vape au-delà de 2-3 mois, je fais systématiquement l'essai. Je leur dis, bah, je voudrais savoir combien vous prenez de nicotine pour être sûr. Je vais vous mettre un patch qui fait la moitié de la dose que je pense que vous prenez. Vous allez vapoter comme vous voulez. Vous regardez si vous vapotez 2 fois moins, puis vous augmentez pour faire un jour où il vapote presque pas. Donc, c'est le patch qui reste mon produit de titration, en sachant que le patch existe aussi de sérieux des problèmes de titration. En particulier, le patch Nikitin libère quasiment le double de nicotine des autres. C'est-à-dire que c'est des patchs qui a marqué 21 dessus, c'est vendu en pharmacie 21. Et en fait, il y a une délivrance qui est plus précoce et beaucoup plus forte. Et donc, tous mes malades qui ont 2 patchs, 3 patchs, qui se retrouvent en vacances avec une rupture de stock du pharmacien qui achète un autre patch, se retrouvent à vomir 2 heures après. Et donc j'écris à la NSM, la NSM me dit, ah oui, c'est pas bien, c'est vrai ça, on va envoyer une lettre au médecin qu'ils ont envoyée il y a 3 ans, mais ils laissent un produit vendu sur le marché qui a une dose très différente parce qu'ils se foutent des fumeurs complètement. Quand pour l'hormone thyroïdienne, il y a une variation de 5% de la dose délivrée, là c'est l'alerte générale, c'est les plaintes, c'est les machins, mais les fumeurs, bon, ils n'ont qu'une chance sur 2 de mourir de leur maladie, c'est pas très grave, c'est eux qui ont voulu alors qu'ils se sont fait avoir quand ils étaient gamins. Donc, on maltraite la population des fumeurs de façon inconcevable en France. Ça m'énerve beaucoup. Mais voilà, monsieur. Et même quand je suis énervé, je suis de bonne humeur. merci pour votre réponse. Alors on a une question d'Hélène Adam qui demandait comment faire en cas d'intolérance locale au patch. Alors, les patchs, il faut effectivement les. Avant, il y avait pas mal d'allergies à la colle des patchs. Maintenant, il n'y en a pratiquement plus, mais la nicotine est un irritant, hein. Si vous collez la nicotine ben, dans la bouche, ça irrite. Dans la gorge, quand vous fumez, ça irrite et ça irrite partout. Et donc, l'endroit le plus simple, c'est sous la plante des pieds. Après, si les gens ne fument pas dans l'heure et demie du lever, c'est d'enlever le patch le soir ou diminuer au moins la dose le soir. Et après, une fois qu'on l'a enlevé, de mettre de pommade quelconque pour améliorer. Mais il faut bien, bien changer l'endroit tous les jours. Mais ça, que la nicotine soit un irritant, on ne peut pas faire autre chose. Il y a un autre moyen pour arrêter de fumer, hein, qui est chez les gens qui ont trop de problèmes, c'est la varénicline, hein, qui marche bien et qui est facile à utiliser. Alors, en médecine générale ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est là, vous mettez une boîte d'initiation, une boîte de continuation, vous en avez pour 3 minutes à faire votre truc, hein. Moi, comme je suis en tabacologue, j'aime bien faire du sur-mesure, mais le prêt-à-porter, la varénicline, c'est un peu le prêt-à-porter qui a été totalement dénigré aussi à un moment, et maintenant on a la preuve que c'est entièrement faux tout ce qui avait été raconté et qui marche à peu près. La varénicline est aussi efficace que la solution patch plus forme orale. Et on arrête de fumer là aussi, on arrête, dans la varénicline, vous ne faites aucun effort pour ne pas fumer les premiers jours et les efforts apparaissent qu'à 14 jours. Mais après, quand vous voulez faire des efforts, vous pouvez très bien remplacer vos efforts par des gommes à la nicotine ou un peu de truc pendant quelques temps. Et le nombre de non-fumeurs augmente progressivement jusqu'à 8 semaines. Très Mais bien. ça, c'est obligatoirement sur prescription médicale. C'est-à-dire qu'une infirmière peut prescrire un kiné peut prescrire des patchs, pas de la varénicline. Et c'est un très bon produit. Il y a un autre produit qui a la citizine, qui est un produit assez voisin, qui est autorisé en Espagne maintenant, et qui est la même chose enfin, le même aspect, c'est des produits qui agissent que sur les récepteurs nicotiniques. Ça n'a strictement rien à voir avec le Ziban, qui était un médicament de psychiatrie. Là, on n'agit que sur le récepteur nicotinique, comme celui qui pose problème, c'est bien. Merci beaucoup. Avant de vous poser la prochaine question qui vient de tomber, quels sont les délais de rendez-vous en téléconsultation auprès de vous, Alors, euh, Hubert? alors pour moi, enfin, moi maintenant, je fais pratiquement que des visioconsultations qui marchent Mhm. beaucoup mieux que les consultations physiques.
Pourquoi? Parce que les malades peuvent facilement me voir. J'en vois qui sont au boulot, qui descendent dans leur voiture sur le parking ou qui vont dans la salle du conseil d'administration ou dans le placard à balai, ça dépend, pour faire la consultation. Bien. Au début, j'étais modéré. Maintenant, pour les temps qui fument, je les vois toutes les semaines. Donc, celui qui fume, je le vois forcément la semaine d'après. Il y en a 10% qui ont arrêté de fumer après, je les passe. La plupart, c'est 2 semaines, et puis il y en a quelques-uns, ou 3, 4 semaines, en particulier tous les maniaco-dépressifs ou les maladies, tous ceux qui ont une maladie psychiatrique en plus, c'est un peu plus long. Mais et puis après, ben, j'espace. Dès qu'ils fument plus, je les vois 3 semaines la fois d'après, après tous les mois, et jusqu'à 3 mois. Puis après, je leur dis, si vous voulez, vous me rappelez après. Mais par contre, tous, avec le système de Doctolib, peuvent avancer leur rendez-vous quand ils veulent, hein. S'ils ont un rendez-vous dans 4 semaines, s'il y a un problème, je leur dis, ben, vous switchez, vous prenez un rendez-vous avant. Et tous les lundis, je m'arrange pour qu'on ait un rendez-vous dans la semaine pour le faire. Et ça, c'est parce que Formidable. comme je suis retraité, je peux adapter mon temps. Pour l'instant, c'est moisson de tabac. J'ai 2 fois plus de malades que quand c'est pas moisson de tabac. Formidable. En tout cas, je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En tout cas, dans l'Est, on pourra profiter de votre expertise. Bah, J'ai, ouais. Bah, dans l'Est, mes collègues de l'Est sont anti-vape de façon maladive, hein. ouais. C'est maladive, maladive, hein. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'arrive pas à savoir pourquoi. Alors justement, j'ai une question d'un collègue, Pascal Kedziora, que je salue, qui demande comment arrêter la vape. Est-ce qu'il faut mettre un patch ou baisser la dose de vape? Quelle serait la meilleure Alors, solution? quand on parle de dose de vape, comme médecin, ce qui m'intéresse, c'est pas la concentration de liquide, c'est pas le volume, c'est le nombre de milligrammes par jour. Donc, les gens qui disent qu'ils vapent depuis longtemps, la première question, c'est et trop, je leur demande qu'est-ce que vous avez comme concentration. Tous ceux qui ont des concentrations de 3 milligrammes par jour et puis qui descendent le flacon de 10 millilitres en 2 jours, ben, je leur dis là, vous prenez 12 milligrammes de nicotine, c'est pas très grave, on peut s'arranger même sur le plan psychologique. Comment faire? Tous ceux qui sont à moins de 20 milligrammes ou 15 milligrammes par jour de nicotine, on peut discuter de faire un jour sans, de diminuer, de faire des challenges, etc. Tous ceux qui sont au-dessus de 20 par jour, il faut vraiment leur donner de la nicotine si on veut les faire arrêter. Donc on peut, pour faire un peu la part de la gestuelle, entre guillemets, du besoin de nicotine, parce que tous ils disent c'est la gestuelle, moi je leur dis c'est peut-être bien la gestuelle, mais c'est peut-être bien le besoin de nicotine, je leur mets des patchs à dose équivalente à ce qu'on calcule qu'ils ont pris avec la vape. Et ils voient que quand ils ont la bonne dose de nicotine, ben, ils n'ont plus envie de vapoter. Ben, je leur dis, là, vous avez un problème de dépendance nicotinique qui reste, mais ça, vous êtes une victime. Et si vous vapotez beaucoup, c'est pas parce que c'est ça. Et donc, je leur reconseille de repasser à des fortes concentrations s'ils ne l'ont pas. Après, pour l'arrêt de la vape, si vous voulez, il y a c'est la première fois qu'on a une Cochrane revue qui a revu un peu le sujet. En gros, la seule chose qui marche à peu près, c'est la varénicline et qui est utilisée, mais moi j'attends 6 mois ou un an, où là je vois encore quelqu'un qui allait passer les concours en janvier, je lui dis surtout, vous faites rien, vous passez vos concours, et puis après les concours, on fera ça, parce que ça dérange un peu, et on peut mettre sous varénicline comme on met sous les deux. Alors, ce qu'on a le plus souvent, c'est les gens, les vapoteurs au long cours, c'est très souvent quand même des vapoteurs qui prennent un joint de cannabis le week-end avec du tabac. C'est bien souvent des gens qui prennent une ou deux cigarettes quand ils sont en soirée, etc. C'est-à-dire que je parle de vapoteur au long cours, c'est quelqu'un qui vape et qui prend zéro IQOS, zéro tabac chauffé, zéro cigarette, zéro gros cigare ou chicha, hein. Parce que ça développe la dépendance. Mais sinon, il faut dédramatiser, hein. Ce que je dis depuis le début, c'est la vape, c'est l'autoroute dans le bon sens à 140 au lieu de 130, donc c'est pas très bien, mais c'est pas le drame. Le tabac, c'est l'autoroute à contresens à 140, et là, c'est une chance sur deux de mourir tous les 50 kilomètres. Et donc là, c'est pas on est dans un autre monde. Merci beaucoup. Alors, un autre collègue, le docteur Karl Bocage, demande comment vous voyez l'effet décrit du sémaglutide de l'Ozempic dans le sevrage. Avez-vous de l'expérience à ce sujet? Comme vous voyez, L'effet décrit du sémaglutide de l'Ozempic dans le sevrage. Avez-vous de ah, le, l'expérience à ce sujet? L'Ozempic, moi, je suis incompétent là. Je vois pas mal de gens, par contre, qui veulent avoir de la chirurgie bariatrique ou autre. Et ceux-là, on leur demande d'arrêter de fumer avant.
Alors maintenant, je ne sais pas si les chirurgiens qui font ça leur donnent de l'Ozempic avant, mais en tout cas, ils leur disent, moi, je ne veux pas vous opérer si vous fumez. C'est une motivation qui est assez bien. La meilleure motivation, c'est le chirurgien esthétique. Madame, je vais vous opérer de vos rides, puis la cicatrice sera plus belle si vous arrêtez de fumer. Ça marche bien. Le malade à qui le chirurgien vasculaire dit, je vais vous couper la jambe si vous continuez à fumer, ça marche pas. Hein, c'est-à-dire mais c'est parce qu'il faut les aider et ils veulent faire les choses. Hein. Mais même quelqu'un qui a une forte volonté, il y a beaucoup de gens qui ont des cancers du poumon, par exemple, que je voyais arriver en pneumo, ils avaient arrêté de fumer depuis 2 jours, hein, depuis qu'ils avaient le résultat. Mais ceux-là, il faut les aider comme s'ils fumaient encore et les traiter comme s'ils étaient encore fumeurs. Mais c'est plus facile de les traiter s'ils ont arrêté, mais il n'y a pas de souci. Ben, le fait de maigrir, parce que j'ai quand même pas mal de gens qui sont obèses et en surpoids qui fument. Hein. C'est de dire que le tabac fait maigrir, ça c'est peut-être bien que oui, mais par contre, de laisser les récepteurs nicotiniques libres sans nicotine, ça fait grossir. Mais sinon, d'être fumeur bien compensé, d'être fumeur qui fume juste ce qu'il faut pour pas avoir de trou dans ses récepteurs nicotiniques, ça change pas tellement le poids. Même. Mais beaucoup de gens reprennent de l'activité, reprennent du poids. C'est pour ça qu'il y en a un petit peu qui maigrissent. Mais moi, je ne leur promets pas de maigrir, je leur promets de ne pas grossir. Et puis qu'on verra après le reste ou qui verront après le reste. Mais le conseil d'être bienveillant avec eux-mêmes, avec leur corps aussi, est utile pour le poids, est utile pour l'alcool, est utile. Ben justement, je vais sauter deux questions pour aller à une question qui a un peu un rapport. Sans indiscrétion, êtes-vous un ex-fumeur car vous faites preuve de beaucoup d'empathie, professeur Dotzenberg? Voilà la question. Alors, oui, enfin, je me suis occupé des malades tuberculeux, j'ai jamais eu la tuberculose. Je me suis occupé des cancéreux, j'ai jamais eu de cancer. Je me suis occupé au début du sida et des mycobactéries atypiques, j'ai jamais eu. Mais oui, j'ai commencé à fumer pendant mes études de médecine et j'ai arrêté à la naissance de mes 4e et 5e enfants. Très bien. Alors, notre collègue, le docteur Serge Gleis, demande Mais si pour vous... compléter la question, si je suis empathique et gentil, c'est parce que ça marche mieux. Hein, parce qu'en fait, je suis très méchant. Mais j'ai vu que plus on est gentil, plus ça marche. Et donc, comme je veux être efficace, je suis gentil par nécessité d'efficacité et pour déculpabiliser les patients qui sont complètement à côté de la plaque pour se culpabiliser, dire du mal d'eux-mêmes, qui sont nuls, etc. Alors que c'est fastoche. En tout cas, vous cachez bien votre jeu alors, hein. Non, Alors, non. En fait, je suis un papy maintenant. faut-il un nombre minimum de mois avant de se relancer dans un nouveau sevrage? Demande le docteur Ah non, Gleis. non, non, on peut le faire le jour même. Non, non, il faut mieux se le. Alors après, il faut voir psychologiquement, psychiatriquement comme ça, mais c'est pas forcément se lever en sevrage. Et moi, je leur demande de remplacer la nicotine fumée par la nicotine pas fumée. Et dans ce domaine-là, et surtout chez les plus jeunes, mais la cigarette électronique est un moyen qui est assez bien accepté et qui, en soirée alcoolisée, marche bien, mais même pour le reste, d'avoir ça en complément. Mais la plupart des, si vous voulez, sur 100 patients que je vois en consultation, il y en a deux, trois qui n'ont pas de traitement parce qu'ils ont arrêté avant ou je donne d'autres conseils ou c'est parce qu'ils veulent arrêter la vape ou d'autres problèmes. Et il y en a 56%, je crois que j'avais calculé, qui avaient des substituts nicotiniques plus de la vape. Et il y en a 5% qui a que de la vape. Et puis, il y en a qui ont un peu de Champix aussi, ça dépend un peu comment ça se passe, ou mélanger tout ça, parce qu'il y en a qui ont, moi j'ai des gros fumeurs qui ont le Champix, parce qu'avec des problèmes de tolérance au patch, du Champix, plus des patchs, plus de tout ça. Mais enfin, si on met un peu de tout, ça je conseille aux paramédicaux de faire que les choses un peu validées, même les patchs, moi j'ai malade, mon record c'est 18 patchs, hein, je déconseille à une infirmière de mettre 18 patchs, même si en suivant le protocole, si elle n'a pas un avis médical derrière. Un patch, deux patchs, c'est normal, trois patchs, ça va encore, mais au-dessus de trois patchs, il faut au mieux demander à un spécialiste, à un tabacologue de vous le dire, quitte après à continuer à le faire vous-même, mais d'avoir une validation, j'allais dire, même médico-légale, parce qu'il y a des pharmaciens qui sautent en l'air. Quand l'ordonnance leur dit, maintenant, il y en a beaucoup qui ont l'habitude, mais je leur dis que vous n'en faites pas si le pharmacien fait un malaise. Mais j'en ai eu un qui m'a raconté que le pharmacien a engueulé, lui a dit que c'était pas possible, etc., que c'était de la connerie, il fallait pas le faire. Et puis, 15 jours après, le malade fumait plus, il a recopié l'ordonnance pour lui. Très bien. Le Et alors, malade avait fait une bonne motivation. il y a une autre question sur le
temps qu'il faut pour arrêter les patchs? Combien de temps? Je crois que vous pouvez le Ah ben, rappeler le peut-être. patch, normalement, la majorité des fumeurs, c'est un tiers de moins de nicotine par mois. Toutes les 4 semaines, les boîtes sont faites pour ça, mais après, c'est ultra variable. Ça peut être 6 mois, mais c'est rarement, pratiquement jamais moins de 2 mois. Moins de 2 mois, c'est des bêtises et les gens prennent du poids, etc. Pour les gros fumeurs et les fumeurs du matin. Tout ce que je dis là, c'est pour les gens qui fument le matin. C'est pas pour les gens qui fument qu'en soirée, une fois de temps en temps, tout ça, c'est existe. Mais 3 mois, c'est bien, mais si c'est 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est pas grave. Et puis après 6 mois, si ça n'arrête pas, ben, demandez à un spécialiste, hein. Parce que là, je pense que le tabagisme, il y a quand même quelques millions de fumeurs pour occuper tous les généralistes et toutes les infirmières de France pendant quelques années. Mais les cas compliqués, n'hésitez pas à faire référence, voir comment ça se passe, et puis, euh, et puis suivre après, quoi, pour les cas un peu limites. Quand vous allez un peu aux limites de votre compétence, là où vous vous sentez bien, il faut mieux demander. Maintenant, moi, j'ai plus de limites, mais j'ai mis le temps. C'est-à-dire qu'au début, je n'osais pas. À On était vous la première, là, j'ai mis. entendre, à vous entendre, le trou de la Sécu serait vite réglé en arrêtant de fumer, hein. Ah bah là, si tous les fumeurs s'arrêtaient de fumer, parce que le tabac, c'est moins de cancer dans 5 ans, mais c'est aussi moins de bronchite, moins de grippe. Il y a 2 fois moins d'hospitalisation pour grippe si on fume pas que si on fume. Il y a etc. Donc toutes les maladies, même banales, ça joue même alors de moins en moins sur les maladies des enfants, les bronchiolites des enfants, parce que quand même les parents fument plus. Il y a un gros progrès des espaces fumeurs et maintenant on voit plus tellement. Hein, quand j'étais il y a 20 ans, on voyait des femmes enceintes avec leur gros ventre qui fumaient dans la rue, c'était difficile, elles se faisaient engueuler par tout le monde, etc. C'est devenu intraitable, hein. Elles sont obligées de se cacher, entre guillemets, pour fumer, mais il faut mieux se cacher et puis, pour prendre autre chose que la cigarette. Et, euh, et ça va bien, mais il faut prendre. Non, il y a un changement je suis persuadé, de la fin du tabac. Mais là, on est rapide et bien, et là, on est vraiment dans la vitesse espérée pour les moins de 30 moins de 25 ans. Ça marche très bien. Il ne faut pas aller plus vite non plus, hein, parce que Jacques Chirac, la première fois au moment de la déclaration de la guerre d'Irak, a dit: je ne déclare pas la guerre à l'Irak, mais je déclare la guerre au tabac. Et ils ont augmenté les taxes de façon colossale très vite. Et si bien que une augmentation, deux augmentations s'est passée, puis la troisième, ça a foiré, parce qu'il faut on est quand même pour les fumeurs et pour la société de passer, d'augmenter les espaces non-fumeurs, par exemple, on fait actuellement le reste, il faut le faire, il faut pousser en permanence, mais le faire progressivement. Par contre, il ne faut pas s'arrêter. Tant que le prix du tabac va recommencer à partir à la hausse et que les espaces non-fumeurs vont s'étendre, et maintenant les gens sont contents. En 2006, quand on a fait les terrasses, les cafés non-fumeurs, les entreprises non-fumeurs, les gens disaient que ce n'était pas possible. Et à l'époque même, j'étais à l'AP, donc m'occupais du comité de tabac de l'AP et de la PHP à Paris. Et là, les psychiatres ont dit: c'est pas possible, on ne peut pas y arriver. Et puis j'ai trouvé le psychiatre qui à Sainte-Anne avait fait son service non-fumeur, qui leur a parlé. Et 2 mois après, tous les services de psychiatrie de la PHP étaient non-fumeurs, alors que c'était dans l'imaginaire du psychiatre, c'était totalement impossible, hein. La cigarette était un acte de soin. Et en fait, quand on regarde tous les endroits où vous pouvez fumer de 10 à 11 et de temps à temps, 1 heure avant, les gens étaient agités, énervés, etc., à vouloir avoir leur cigarette plus tôt, etc. Si c'est zéro négociable, c'est beaucoup plus facile, hein. Il faut choisir la simplicité, donner des ordres clairs à son cerveau. C'est comme les amants toxiques, hein. Tu m'engueules pas, c'est pas négociable. Si tu me bats, je te vire. Voilà. La cigarette, elle vous bat pas, elle a une chance sur deux de vous tuer, hein. C'est du homicide, féminicide, à peu près à égalité maintenant. Avant, c'était plus de homicide que de féminicide, mais il faut faire de la prévention et du Merci beaucoup. traitement. On a encore une dernière question, professeur Dotzenberg. A-t-on du recul sur les effets nocifs des produits chimiques contenus dans la vape? Il n'y a Alors, pas de j'ai produits entendu chimiques dans la parler de vape. cancers plus distaux alvéolaires. Voilà, c'est la Alors question. ça, c'est un tout petit peu vrai pour le cannabis, c'est beaucoup vrai pour le tabac, hein. Euh, il y a 60 ans qu'on est passé de la gauloise à la Marlboro fine, etc., avec les publicités des docteurs américains qui disaient: grâce à la Lucky Strike, je tousse moins. Et c'était vrai qu'il toussait moins parce que le produit était moins irritant. Mais comme le produit est moins irritant, il allait plus au fond du poumon. Et quand j'étais interne ou jeune chef de clinique, il y avait 70% de cancers épidermoïdes, donc des grosses bronches et de la trachée. Maintenant, on a plus de 20% des cancers épidermoïdes. Tous les cancers sont périphériques du poumon. Ça veut dire que c'est moins irritant au départ.
Et après, est-ce qu'il y a des cancérogènes dans la vape? Non, il n'y a pas de particules fines qui est la cause majeure du cancer. Il n'y a pas de goudron. Il y a zéro goudron dans la vape. Il y a pas de, il y a beaucoup, il y a moins de formaldéhyde, il y a moins de tout, et c'est pas cancérogène. Et dans la vape, de liquide de la vape, qu'est-ce qu'on met? On met du propylène glycol et glycérine végétale. C'est avec ça qu'on fait les fumées dans les stades, mais c'est ça aussi qu'on met dans la gros consommateur de propylène glycol, c'est les barquettes où on met la viande et la charcuterie qu'on vous vend sous vide pour éviter que ça mouille, hein, parce que ça absorbe l'humidité. C'est des produits qui absorbent l'humidité. Donc là, il y en a plein dans les médicaments. Si vous prenez les médicaments de l'asthme, par exemple, vous avez du propylène glycol dans les médicaments de l'asthme. Alors, dire que les médicaments de l'asthme donnent le cancer, on peut toujours le dire, hein, parce que en en mettant 10 fois la dose, on peut le faire. Ce qu'il ne faut pas, c'est faire cramer sa vape. C'est-à-dire, si on met sa vape trop chaude en mettant trop de puissance ou plus de liquide surtout, et là, ça crame, mais là, c'est comme quand vous faites cramer votre escalope, hein. Vous faites du noir dessus et c'est cramé, ben, il faut changer la résistance, ça coûte 1,50 € et puis vous repartez avec une vape propre. Mais il faut pas le dire. Non, la vape ne donne pas le cancer. La vape, il y a de la nicotine, il y a tous les effets de la nicotine dedans. Et puis, ben là, on arrive ils ont étudié les liquides de la vape, on a étudié les liquides les émissions de la vape contre les émissions de cigarettes. On a vu que avec les cigarettes, tous les modèles animaux et toutes les cellules étaient mortes, on ne pouvait pas le faire. Donc ils ont dit, ben, on va étudier la vape avec nicotine et sans nicotine. Alors on voit, si on prend la vape avec sans nicotine, que sans nicotine, avec nicotine, ça irrite un peu plus. Mais ça, on sait que la nicotine est un irritant. Et après, pour les arômes, ils ont dit on va montrer que les arômes, c'est très mauvais. Ils ont pris des modèles avec des vapes avec la nicotine et les arômes, ils ne voyaient rien. Par contre, si on enlève la nicotine, qui est un irritant, si on enlève la fumée, si on enlève tout, on voit des petites différences sur la mortalité des cellules, etc. On est complètement dans des milieux artificiels, en dehors du monde, etc. J'ai toujours dit, quand j'avais fait en 2012, 2013, j'avais remis à la ministre de la Santé le rapport sur la vape, j'ai dit que la vape, c'est un bon produit parce qu'il y a du tabac. Mais le jour où, et je le dis toujours, le jour où il n'y aura plus de fumeurs, je serai anti-vape. Sauf si on sert de la vape pour délivrer des anticoagulants, ce qui marche, on peut mettre de l'héparine, pour mettre des anti-inflammatoires, pour mettre des morphidiques aussi, ça marche bien. Le problème, c'est que le poumon n'est pas très fidèle parce qu'en fonction du fait qu'on a un peu de bronchite et tout ça, l'absorption n'est pas la même. Alors pour la nicotine, ce n'est pas un problème parce que la personne qui dit, qui fait le geste de prendre la nicotine, c'est le ressenti immédiat du fumeur qui dit là, j'ai pas ma dose, j'en prends un peu plus. Mais alors que pour les corticoïdes, les anticoagulants, tout ça, on n'a pas le corps n'envoie pas un signal sur la façon de vapoter, quoi. Mais après, on peut mettre des conneries dans la vape. Les Américains avaient mis un moment, parce que la FDA ne savait plus si c'était un traitement, un médicament, tout ça, interdisait tout dans tous les sens. Les gamins avaient fait des vapes avec du cannabis et d'estérate de vitamine E, qui est un lipide. Et quand on met un lipide quand on inhale un lipide au fond du poumon, eh ben, ça fait de la mayonnaise, hein. Au fond du poumon, là, le surfactant. Et quand on met surfactant plus lipide, hein, le lipide, il n'aime pas du tout la graisse. On peut manger de l'huile de tournesol, de l'huile de tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas l'inhaler. Très bien. Alors, dans le prolongement de la dernière question, on a également, ce sera la dernière là, parce qu'on arrive à la fin de la séance. Il y a une question de Mabillon. Le problème de méfiance des soignants avec la vape ne serait-elle pas dû au fait que les vendeurs de vape sont des commerçants qui n'ont aucun intérêt à ce que leurs clients diminuent, arrêtent leur consommation? Alors, historiquement, moi, quand j'ai commencé à travailler à la vape en 2012, j'avais préparé, Marisol Touraine m'avait demandé un rapport que j'ai fait. Ils m'ont engueulé, ils me disent, j'étais un sale con vendu à l'industrie pharma et dans tous les sens. Et d'ailleurs, donc je leur ai dit, ben, je vous envoie le rapport, vous me relisez. Donc ils m'ont envoyé 1000 remarques sur le truc et on a travaillé ensemble et j'ai répondu à chacun, un grand tableau Excel avec 1000 lignes. Chacun avait sa réponse et ils ont vu qu'on pouvait discuter avec moi. Et depuis, ils m'ont demandé après, enfin, c'est la DGS qui m'a demandé de prendre la direction de la commission AFNOR, cigarette, e-cigarette, parce qu'ils ont vu que j'étais capable de regarder la science, d'avoir une attitude modérée, entre guillemets. Ce qu'on a dit dès le départ, c'est ça, il ne faut pas. Et dès le départ, j'ai remis mon rapport en mai 2013. En septembre 2013, la vente était interdite aux moins de 18 ans. Je n'ai jamais remis un rapport au gouvernement qui est dans la loi 6 mois après, hein.
Donc, il y a des choses qui marchent. Et puis, je dis, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Au milieu, on ne sait pas. Ben, il faut qu'on recherche, qu'on découvre. Et depuis, on sait beaucoup plus de choses. Le niveau d'incertitude a beaucoup régressé. Mais la vape reste un produit qui n'est pas un bon produit. Mais il ne faut pas prendre de Doliprane si on a pas mal. Il ne faut pas prendre se mettre des pansements s'il n'y a pas de bobo dessous parce que ça irrite la peau, etc. Donc, la vape, c'est risque-bénéfice et le risque est très, très faible par rapport au bénéfice d'un fumeur. Et l'inquiétude que j'avais, moi, au début, c'était justement l'interdiction de fumer au moins de 18, de vapoter au moins de 18 ans, on l'avait pris pour ça, d'acheter des produits au moins de 18 ans, c'est sur l'éventuelle porte d'entrée. Mais l'effet porte d'entrée, à l'époque, je faisais des études avec Paris dans le tabac qui très rapidement ont montré que ce n'était pas une porte d'entrée. Et depuis, aucune étude ne m'a contredit. Et l'article qu'on a mis disant que les 23 articles qui disaient que de 22 cohortes qui disaient que c'est une porte d'entrée ont été battus en brèche, mais personne ne tient compte de ce qu'on a dit, hein, ils s'en foutent. Il y a même le biais massif de sélection des études, c'est amusant, mais il y a même un des auteurs qui est Mills qui a pris la même cohorte des mêmes élèves, il l'a donné à 3 doctorants, enfin à 6 mois et à 12 mois, puis il y en a un qui a regardé la causalité. Il a pris toute la cohorte, il a étudié les facteurs de causalité par la statistique un peu sophistiquée qu'on peut toujours discuter, et il a dit que la vape était plutôt protectrice que porte d'entrée. Et puis les deux autres ont fait la méthode classique recommandée par la FDA américaine qui finance ces études, qui est le NIH, pardon, qui finance ces études. Et ils ont exclu tous les fumeurs du départ. Et donc, ils ont fait des cohortes, des sous-cohortes qui représentaient 5,3% des fumeurs finaux. Et ils en ont tiré des conclusions sur l'ensemble. À partir du moment où on enlève tout effet positif possible d'un médicament, et qu'on regarde juste les effets secondaires, ben on dit que le médicament, il a des effets secondaires, mais c'est pas vrai ça. Et au point de vue tolérance, il y a eu quand même pas mal d'essais. Dans la Cochrane Revue, la vape sort comme le traitement le plus efficace pour l'arrêt du tabac devant l'association patch plus gomme. Alors, ce n'est pas significativement plus efficace, mais c'est le plus haut taux de succès de l'arrêt du tabac. Et au point de vue effets secondaires, la tolérance est bonne aussi dans ces essais randomisés prospectifs. Donc, voilà, il faut écouter les patients et pas écouter les gens qui ont des arguments moraux ou scientifiques. Et en France, en tout cas, 85% des liquides sont vendus par l'industrie lavable qui était indépendante. Au début, quand on a commencé à travailler, moi j'ai dit, moi je ne veux pas travailler avec des gens qui travaillent avec l'industrie du tabac. Ils se sont organisés, les petits fabricants qui étaient les bricoleurs à l'époque, auto-entrepreneurs, ils se sont arrangés, ils ont fait une association qui est la FIVAB de fabricants indépendants de l'industrie du tabac. Et ils ont on a pris le dessus, ils ont pris le contrôle de la commission AFNOR. Par contre, au niveau européen, au niveau du CEN, c'est un peu plus dur parce qu'il y a un peu plus de cigarettiers. Au niveau mondial, la normalisation ISO, là, c'est que des cigarettiers parce qu'il faut une réunion une fois à Singapour, l'autre fois au Canada, l'autre fois en Amérique du Sud. Personne ne peut se payer des billets pour les suivre. Donc, c'est l'argent qui décide ce qu'il faut faire et ils font des normes pour les moteurs Volkswagen et ils font des normes pour les cigarettes. Et nous pourrions encore vous écouter pendant des heures, mais malheureusement, Mais à un moment, il faut le s'arrêter, on est webinaire d'accord. touche à sa fin. Donc, écoutez, professeur Voilà, Katzenberg, merci mille fois encore pour votre brillante et inspirante intervention, enveloppée vraiment d'empathie et d'humour, hein. Euh, merci, à Merci disposition. infiniment. Moi, j'aurais souhaité un jour pour les infirmières pouvoir faire des consultations Doctolib en visio, tout ça, mais c'est pas possible. Enfin, avec des stagiaires, entre guillemets, mais c'est pas possible, malheureusement. Voilà. Merci Allez, encore au à revoir. vous. Au Je revoir. profite aussi de ce moment pour rappeler le prochain rendez-vous d'Actu Santé Filieris. Donc, c'est le vendredi 5 décembre aux mêmes horaires. On aura enfin le plaisir d'accueillir le professeur Jean Sibilia, rhumatologue et doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, qui viendra nous parler du fascinant concept d'axe psycho-neuro-immuno-endocrinien. Alors, vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore le cas. Et puis, très belle fin de journée à tous. Merci encore, professeur Dutzenberg, et à très bientôt. Voilà. Merci mille Au fois. revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.